Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Restez avec nous. Et ce soir, au cœur du débat, la sécurité en Afrique, au Sahel plus précisément, où la situation ne cesse de se détériorer. C'est le moins que l'on puisse dire face à ce terrible constat, cette recrudescence des attaques terroristes ces derniers temps dans la région. Dernier attentat en date, celui ayant touché la région du lac Tchad et qui a pris pour cible des soldats tchadiens. Les autorités tchadiennes ont déploré des dizaines de morts. L'attaque est venue confirmer en tout cas la présence d'une nébuleuse du groupe terroriste Boko Haram dans la région. Ces violences, cette instabilité sur le continent suscitent les inquiétudes. On va en parler ce soir. On va aussi évoquer l'état des troupes étrangères stationnées sur le continent. Ont-elles encore un rôle à jouer du point de vue stratégique? On y revient au moment où les États-Unis préparent la tenue le mois prochain à Washington d'un sommet États-Unis-Afrique, annoncé d'ailleurs par le président américain Joe Biden. La sécurité sera au cœur des enjeux. 45 pays africains ont été conviés, parmi eux l'Algérie. Sous quelle forme sera la coopération sécuritaire États-Unis-Afrique dans un contexte de compétition stratégique sur le continent? On va en débattre avec nos invités ce soir. Abdelaziz Mjahed, directeur général de l'Institut national des études de stratégie globale. Bonsoir. Bonsoir madame. Et Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamal Mansari. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, Abdelaziz Mjahed, votre lecture de la situation sécuritaire dans la région de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique, depuis presque un quart de siècle, connaît ces perturbations. L'Afrique, c'est un théâtre de confrontation et d'affrontement entre les différentes puissances, et ne pas oublier que le terrorisme, c'est un moyen indirect d'intervention de certaines puissances. Si on essaye de chercher l'origine de la création du terrorisme, on trouvera qui a intérêt à perturber l'Afrique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a une concurrence entre les puissances sur le continent africain. C'est le seul continent qui reste pour eux à dominer. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on a ce phénomène qui dure, sans oublier les situations internes de l'Afrique. L'Afrique a connu une décolonisation pas tout à fait une décolonisation, puisque les puissances coloniales ont continué à agir et à œuvrer à travers leurs représentants. Ils ont installé des régimes qui sont à leur solde. Et ce qui explique la montée du nationalisme africain ces dernières années. Et ils ont chassé pratiquement, ils essayent de chasser les anciennes puissances coloniales. Et on a vu ça avec la France. La présence de Boko Haram dans la région du lac Tchad, comment vous la voyez? Premièrement, qui est derrière, qui tire profit, qui l'a créé. On a l'impression que ces gens-là, c'est des extraterrestres. Non, c'est des créatures qui ont été créées. Les créateurs sont connus. Ceux qui les manipulent sont connus, ceux qui les financent sont connus, et les objectifs sont connus. Mais la question qui se pose, pourquoi on n'agit pas correctement face à ces gens-là, puisqu'on connaît l'origine? On peut faire un petit indice. Les Boko Haram et les mouvements terroristes par qui ils sont financés, on sait qu'il y a une connivence entre les contrebandiers de la drogue et ces groupes terroristes. Et les groupes terroristes. Très bien, on va y revenir.
que fait les organismes internationaux qui sont chargés de cette mission de lutte contre le trafic de drogue, et on sait qui produit, qui commercialise et qui... Le circuit est connu. Le producteur est connu, le circuit est connu et même les financiers sont connus. Kamal Mansari, comment expliquez-vous cette recrudescence des violences terroristes dans la région? Bon, cette recrudescence, comme par hasard, elle arrive à un moment où les troupes françaises quittent la région, notamment le Mali. Bien évidemment, il faut toujours revenir à la réalité géographique de la région. Pourquoi Boko Haram se déplace de là où il a été créé, c'est-à-dire là où il est apparu la première fois, c'était bien au Nigeria. Donc il se déplace de l'ouest vers le nord en allant vers le lac de Tchad. Donc il faut traverser plusieurs pays pour y arriver. Bien évidemment, les nébuleuses, les organisations terroristes ne sont pas unifiées, donc il y a plusieurs cellules qui agissent, mais comme par hasard, ils agissent dans un pays qui est instable et qui est source justement de friction entre puissances. Oui. Mais en même temps, il faudrait bien reparler du fait que la région du Sahel a toujours été le point nodal et le point d'intérêt des États-Unis d'abord et puis de la France. Bien évidemment, la France en tant qu'ancienne puissance coloniale, il y a des richesses économiques énormes, naturelles. Donc récemment, on découvre qu'il y a un gisement énorme au Mali, donc qui suscite les convoitises. Donc oui. il faut bien que ces gisements soient pris en charge par des multinationales. Donc les multinationales les plus expérimentées sont américaines, australiennes ou sud-africaines. Et quand on dit sud-africaines, il ne faut pas oublier qu'il y a lien avec des sociétés, disons, qui soient pro-sionistes, pour ne pas dire affiliées au grand mouvement, à grande nébuleuse sioniste dans le monde. Mais revenons à la situation au Tchad. Oui. Si on va discuter c'est un défi pour le pourquoi, pays. Non, c'est un défi non pas pour le pays lui-même qui vit une situation instable. Oui. Il est en pleine transition. Récemment, il y a eu des manifestations pour demander le départ de Mahatma Déby, qui a pris le pouvoir après le décès de son père et qui ont dit qu'il est inféodé à la France, puisque son père, quand il est décédé, Macron est allé assister à son enterrement en le qualifiant de vrai ami de la France. Oui. Donc il y a ce sentiment-là, cette suspicion que ce pays-là, où les dirigeants sont inféodés à la France. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la région est vaste. Il y a des tiraillements tribaux. Donc l'armée, elle est tribale à l'origine au Tchad. Il y a les opposants, l'opposition tchadienne aujourd'hui est membre de la famille. C'est le cousin du président qui sont des opposants. Donc il y a vraiment des frictions qui mettent à mal la stabilité dans ce pays. Et il faut se poser la question, que font les forces internationales qui sont présentes? Il faut rappeler qu'au Niger voisin, il y a 5 bases américaines, il y a 4 bases françaises et une base allemande. Donc on a une dizaine de bases qui sont censées contrôler. Il y a aussi, pardon, je vous donne cette information-là et je m'arrête, que les États-Unis ont soutenu le régime tchadien avec des aides depuis 2011-2015. Il y a eu 15 millions de dollars qui ont été injectés, fournis par les États-Unis au gouvernement tchadien, au temps de Déby Itno. Et aujourd'hui aussi, il y a eu même des fournitures d'armes, dont des avions. Donc il n'y a pas que la France qui est le Tchad n'est pas simplement la chasse gardée de la France, mais aussi les États-Unis. Donc ces deux pays-là sont en train d'agir dans la région. Et c'est pourquoi, en agissant de la sorte, en ayant tous ces moyens-là mis à la disposition sur le terrain comme des bases militaires, et en plus de l'opération Barkhane et Serval, puis Barkhane, on a encore des actions terroristes, comme si la présence étrangère américaine ou française alimente justement la poursuite des actions terroristes, comme si cette présence-là est faite pour ne pas stabiliser le pays, mais faire davantage concourir à ce que la région reste instable. Oui. C'est ça qui soulève autant de questions pour les spécialistes et qui met justement, cette situation met en danger les pays voisins, dont l'Algérie qui a souffert du terrorisme. C'est en quelque sorte un défi même direct pour l'Algérie, qui a une solution en Mali qui n'a pas encore été appliquée. On va y revenir, Kamal Mansari. Donc malgré la présence de ces troupes étrangères, Abdelaziz Mjahed, la situation reste instable, on le voit. Boko Haram qui s'installe dans la région et c'est inquiétant pour des pays comme l'Algérie. Madame, le terrorisme, on ne le combat pas avec des armées, ni avec le combat contre le terrorisme, ce n'est pas uniquement avec les moyens militaires. Oui. C'est un combat
qui touche tous les aspects. Contre une idéologie. Vous avez l'idéologie, vous avez les problèmes sociaux, vous avez les divisions tribales, vous avez le problème des migrations, l'influence de l'environnement, du climat sur les populations, et l'exode que ça provoque avec l'avancée du désert. Tous ces éléments compliquent le combat ou le règlement pour faire face à cette situation. Oui. Ce qu'il faut chercher, pourquoi on ne va pas au cœur du problème? Il y a un problème de population, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de pauvreté, il y a un problème de misère, il y a un problème. C'est un ensemble d'éléments qui rendent le problème compliqué. Oui. En plus de ça, vous avez les interventions étrangères. L'Afrique, c'est un territoire qui est pratiquement un théâtre d'opération pour tout le monde. Oui. Vous n'avez qu'à prendre la Libye. Vous avez combien de puissances étrangères là-bas? Oui. Et ça a commencé comme ça. Et ce qu'on oublie, et ce qui un peu déforme notre vision du problème, c'est qu'on pense localement. Alors que le problème est planétaire. Nous, on ne fait pas attention. Monsieur Mdjahed, je vous explique un petit peu les termes de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, il y a certains experts qui, si vous voulez, qui essayent, associent le retrait des troupes étrangères, la France, l'Allemagne, du Mali par exemple, avec la montée, la recrudescence des violences. Qu'en pensez-vous? Mais madame, le retrait de la France n'est pas un retrait volontaire. Ils ont été chassés de l'Afrique. Oui. C'est la population entière qui s'est soulevée. Il y a problème. Aujourd'hui, vous avez un acteur nouveau, c'est les populations. Oui. Ce qui fait, c'est pas eux. Et maintenant, pourquoi ils réagissent négativement, l'Occident, pourquoi il réagit négativement? Parce qu'il sert ses intérêts. D'ailleurs, il y a une couverture d'un livre qu'il faut peut-être diffuser. Conseiller à nos téléspectateurs. Oui. Conseiller à vos téléspectateurs et vous montrer la couverture. L'Empire et les nouveaux barbares. Oui. C'est un livre qui a été écrit par un ancien ambassadeur Ruffin, oui, qui nous montre le monde coupé en deux. Oui. Il y a l'Occident et il y a nous. Oui. L'arc de crise, et pour eux, ça c'est indirectement, ils veulent se protéger, pas indirectement, c'est directement, mais ils ne l'avouent pas. On va avancer. Kamal Monsari, votre point de vue sur la question, sur le retrait des troupes étrangères et d'abord, faire croire que le retrait des forces françaises ou barkhanes ou européennes, ou bien y compris ceux de la MINUSPA, c'est-à-dire quand je dis la MINUSPA, c'est-à-dire ceux qui ont été c'est-à-dire ceux qui étaient injectés pour justement faire en sorte à ce que la situation se stabilise. D'ailleurs, ces forces-là sont depuis combien d'années en Afrique? Dans la région subsaharienne? Depuis des années. Donc, oui, les actes terroristes, même pendant leur présence, ont quintuplés. Il y a eu même des bavures. Il y a même des Françaises à massacrer des civils. Oui. On se rappelle ce qui s'est passé au Niger, y compris au Tchad. On a bombardé des civils. Donc, un mariage qui se transforme en cible des avions, des bombardements français, c'est carrément, et qui a été dénoncé justement par l'ONU. Donc, il y a non seulement une instabilité qui est permanente, chronique, devenue en raison
raison de la présence de ces forces-là, il y a certes un rejet populaire, bien évidemment, puisqu'on pense que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée, ces trois pays-là, qui ne seront pas invités au sommet USA parce que, justement, la France n'est pas là pour régler, vous régler les problèmes. La France n'est pas là pour régler des problèmes sécuritaires, mais elle les contrarie, elle les exacerbe. On doit avancer pour parler justement de ce sommet États-Unis-Afrique qui se prépare. On va parler justement de ses intérêts américains sur le continent du point de vue stratégique. Abdelaziz Mjahed, à votre avis, quel est le rôle des États-Unis actuellement sur le continent africain? Les États-Unis d'Amérique ont annoncé ça il y a à peu près un demi-siècle. En 1997, ils ont lancé l'idée le nouveau siècle américain. Oui. Ils sont en plein dans le mille. Vous n'avez qu'à voir avec ce qu'ils ont préparé en juillet au Maroc. Oui. Maintenant, les États-Unis d'Amérique utilisent pratiquement toutes ces organisations, entre parenthèses, non gouvernementales, mais elles sont téléguidées par le gouvernement américain. La preuve que la directrice qui va animer cet événement, oui. C'est l'ex-ambassadrice des États-Unis d'Amérique à l'ONU, oui. Samantha Power. Oui. Vous avez le secrétaire d'État qui est directeur. Vous avez le directeur du Trésor qui est vice-directeur. Pratiquement les têtes. Les têtes du département de l'administration américaine de Biden, oui, sont là. Et ne pas oublier que ce projet le nouveau siècle américain, Biden, Samantha, et tous ces gens-là étaient présents. Oui. Ce qui fait ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et ils essayent de réagir avec des moyens. Ils ont utilisé le hard, ils ont utilisé le soft. Le soft power. Et maintenant, ils sont passés au smart. Ça, c'est du smart power. Ils essayent par tous les moyens de juguler, de contenir l'avancée de leurs concurrents, qui sont la Chine et les autres. Donc on le sait, la sécurité est au cœur des enjeux des États-Unis actuellement sur le continent. Il y a les déclarations des différents responsables américains sur la sécurité. On retient justement les déclarations, les propos de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, qui était d'ailleurs Victoria Nuland, qui a été justement en tournée en octobre dernier en Afrique de l'Ouest et qui a justement parlé de l'influence du groupe paramilitaire russe en Afrique. Selon elle, selon elle, la recrudescence des attaques terroristes ont augmenté de 30% sur le continent depuis l'arrivée de Wagner en Afrique. Comment voyez-vous C'est un petit peu sur le plan intellectuel, c'est maladroit et malhonnête, parce que le terrorisme n'est pas réductible, n'est pas appareil en 2019 lorsque Wagner est venu s'installer. Elle a été sollicitée par le gouvernement malien. Et puis le rôle de Wagner au Mali est limité à la protection des infrastructures et des institutions et des personnalités. Ce n'est pas une organisation chargée de la lutte antiterroriste. Et le nombre des membres de Wagner sont limités. Ce n'est pas à comparer, par exemple, aux forces qui étaient sur place françaises et européenne. Il faut revenir à l'arrêté. Donc c'est un petit peu injuste et un petit peu maladroit, et ça s'appelle de la manipulation, de faire croire que la recrudescence du terrorisme de la région du Sahel est due à la présence de Wagner. Oui. Lorsque l'Algérie a été attaquée en 2013, il n'y avait pas Wagner. Et lorsque on est en train de subir des infiltrations à partir de Niger ou de la Libye
du Mali, il n'y avait pas Wagner. Donc il faut arrêter avec C'est vrai que Mme Hollande est en train de faire de la politique, mais en principe de la politique de mauvaise foi. Donc sincèrement, c'est un petit peu une insulte à l'intelligence des Algériens et des gens de la région. Et il faut rappeler une chose, que les États-Unis étaient dans la région depuis 2003. Ils ont lancé le programme Pan-Sahel en 2003, c'est-à-dire aider les pays africains subsahariens de lutter contre le terrorisme, parce qu'à l'époque, les Américains ont fait croire que les terroristes qui ont fui l'Afghanistan allaient s'installer dans la région du Sahel, qu'ils ont appris ce qu'on appelle un havre de paix. Ils ont réédité cette initiative en 2005, ils l'ont appelée Trans-Sahel. Donc les Américains ont été présents, y compris l'Algérie, il a participé dans la lutte antiterroriste dans cette initiative appelée Trans-Sahel. Donc il y a eu 2 initiatives. Donc ce n'est pas la peine de faire croire que le terrorisme... En 2003, il y a eu la prise d'otages des étrangers, Wagner n'était pas dans la région. Et en 2013, et puis pour ne pas rappeler simplement 2013, l'attaque de Gdegenturin, on peut revenir à l'enlèvement des diplomates algériens. À Gao, il n'y avait pas Wagner. Et on revient encore une fois, la France a toujours alimenté le terrorisme en payant des rançons. L'ancienne ambassadrice américaine au Mali, Huddleston, a déclaré que la France, sous Sarkozy, a payé 17 millions d'euros au groupe terroriste pour la libération des otages. Et sous Macron, on a payé 5 millions d'euros pour la libération d'une seule personne. Et on compte 200 terroristes, dont certains ont été arrêtés en Algérie. Et l'Algérie s'est plainte du fait que la France paye des rançons. Elle s'est offusquée de cette politique, de cette mesure de payer des terroristes pour qu'ils soient alimentés et qu'ils continuent à activer. Et on retrouve ces terroristes-là libérés et qui retrouvent... on les a arrêtés même à Tlemcen. L'ANP les a arrêtés à Tlemcen. Et c'est ça. Voilà un petit peu cette ambivalence. On fait croire que Wagner est le problème, alors que le problème est antérieur à Wagner. Et en même temps, nous, Algériens et l'Algérie, nous sommes en train de subir cette réalité-là qui n'est autre qu'une lutte d'influence. La France a pu s'introduire au Mali grâce à la complicité d'un régime qui lui était favorable en 2012. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des raisons périphériques qui éloignent la réalité du terrain, qui font incomber la responsabilité à d'autres et non pas aux véritables coupables. Mjad, avec ces arguments, quelle devrait être la coopération Afrique-États-Unis? Déjà, connaître les États-Unis, c'est sage, mais se connaître soi-même, c'est une sagesse suprême. Les Africains doivent, eux, penser à défendre leurs intérêts. Ce qui se passe en Afrique, c'est pas nouveau, c'est pas récent. Pourquoi? Premièrement, la position de l'Afrique. Madame, vous avez 50% du pétrole consommé dans ce monde passe devant vous. Vous avez pratiquement 6 000 ou 7 000 kilomètres face aux mers et aux océans. Vous commandez, votre position commande le monde. Peut-être qu'on a une vision qui est déformée. La carte mondiale, l'Afrique est en bas. Que représente l'Europe par rapport à l'Afrique? On doit inverser la chose. Alors, messieurs, il nous reste à peu près 3 minutes, Kamal Mansari. Parce que en relation... Si c'est 3 minutes, pardon. Allez-y, monsieur Mjad. Je termine ce que j'allais dire. Allez-y. Je termine ce que j'allais dire. L'Afrique, madame, c'est le plus grand marché et les richesses en Afrique. Et vous avez, en 2050, annoncé 3 millions d'habitants. 50% auront moins de 25 ans. Il y a des intérêts économiques moins bien entendu derrière. Avant d'arriver à 2050, pensons à ce qui va se passer le 12 et le 13 à Washington. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un sommet de 3 jours. Regardez bien, il y a 49 pays qui seront invités, non pas 45, 49 pays. 49. 3 sont exclus, le Burkina Faso, le Mali et
Le Soudan. Pas le Soudan, non. Et la Guinée. La Guinée. Et la Guinée. Trois, ces pays-là sont. Ça signifie quoi? Que l'un des axes centraux de la discussion, c'est justement, il faut le dire, la publication du département d'État, il y a la question de la sécurité subsaharienne. Oui. C'est-à-dire, on exclut trois pays qui sont qui subissent les attaques terroristes. Pourquoi? Parce qu'on veut en faire eux-mêmes le problème. Et si on vise ces trois pays-là, parce qu'ils ont chassé la France et ils ont montré une certaine préférence pour la Russie, c'est pour justement, dans le cadre actuel de ce qui se produit dans le monde, on veut cibler la Russie. Donc c'est un petit peu malhonnête et anormal que les États-Unis se réunissent avec, même si les régimes sont dans une situation de transition, on peut éventuellement déléguer et inviter le pays pour qu'il participe avec sa délégation, celle qui le trouve la plus opportune. Mais les exclure signifie qu'on en fait des ennemis et qu'on voudrait faire créer une sorte de ligue africaine contre ces pays. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Monsieur Mdjahed, alors, en 10 secondes. N'oubliez pas le vote de l'Afrique, la résolution qui était demandée par l'Occident pour condamner on m'indique la Russie. Que c'est fini. Merci. Eh bien, n'oubliez pas l'Afrique. Merci donc à mes deux invités, Kamal Mansari et Abdelaziz Mdjahed, pour cette participation dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Al 24 News.